Jean-François Copé, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter? Jean-François Copé, j'ai 51 ans, député maire de Meaux. Le sursaut français et ce que vous faites depuis plusieurs mois, c'est une reconquête, c'est une renaissance, c'est une nouvelle vie? C'est à la fois une reconstruction après une épreuve et en même temps l'aboutissement de 20 ans d'engagement politique. Reconstruction après une épreuve, même s'il y a des épreuves bien pires que celles que j'ai pu avoir à traverser, comme celle d'une grande maladie par exemple, ou de la perte de quelqu'un qu'on aime. Ça, c'est les vraies épreuves. C'est vrai que cette épreuve, à la suite de cette lamentable affaire dite Big-Malion, mais dont on a compris maintenant qu'elle était celle des comptes de campagne présidentielle, a été surtout un moment, une fois passé le tsunami de la haine, un moment de réflexion pour savoir finalement ce que ça voulait dire de poursuivre un engagement politique après une telle violence. Donc ça a été la partie immédiate, celle de la résilience, dont j'ai tiré d'ailleurs une leçon, c'est que quelle que soit l'épreuve qu'on traverse, tant qu'on n'en a pas fait le deuil, on ne peut pas avancer. Et puis deuxièmement, c'est les 20 années que j'ai consacrées au service de notre pays, à la fois en tant que maire d'une ville, qui est la ville de Meaux, qui est une sorte de petite France, avec ses quartiers difficiles, avec ses 27 nationalités différentes, avec ses 53% de logements sociaux, avec ces problèmes de communautarisme, mais aussi cette réserve d'énergie formidable qui fait la France d'aujourd'hui, voilà, et qui m'a amené à construire une identité politique et surtout l'envie de faire pour la France ce que j'ai fait pour Meaux. Et puis mon parcours de ministre, et puis mes responsabilités à la tête de la majorité à l'Assemblée, et puis ensuite du parti. Voilà, tout ça fait que je me suis senti prêt pour proposer ma candidature pour cette primaire de la droite et du centre. Et en même temps, en me disant, voilà, la condition sine qua non, c'est d'avoir un projet, je l'ai écrit dans le sursaut français, et c'est d'être confirmé dans mon innocence. Et le fait que les magistrats, ayant fait un gros travail d'investigation dans cette affaire des comptes de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, m'aient fait connaître que rien ne justifiait de me mettre en examen, a été évidemment pour moi un moment important et en même temps l'idée que je pouvais donc être candidat. Vous êtes candidat à la présidence de la République et vous devrez donc passer par la primaire. Est-ce que, très franchement, vous faites une candidature de témoignage ou est-ce que vous espérez, en toute lucidité, pouvoir l'emporter? Je n'ai jamais de ma vie été candidat pour témoigner. Et je ne le serai jamais. Je suis candidat parce que je me sens prêt, parce que j'y réfléchis depuis des années et parce que ma construction, en fait, personnelle, elle s'est nourrie de mes rencontres avec les Français, d'une part, et de mon action à leur service, à la fois comme maire et, je vous le disais tout à l'heure, également comme dans les fonctions que j'ai pu exercer comme ministre. Et que je ne trouve pas, parmi les autres candidats, celui ou celle qui pourrait porter les idées que je défends. Peut-être on rentrera dans le détail de ces idées. Mais en tout cas, parce que je n'ai trouvé personne de plus, je dirais, peut-être mûr ou préparé pour les défendre, il m'a semblé que c'était à moi de le faire, avec cette idée que, peut-être, ce projet peut rencontrer l'adhésion des Français. En tout cas, je vais m'y employer avec toute l'énergie dont je suis capable, et on verra le résultat. Est-ce qu'il y a dans votre candidature une part de ressentiment ou de vengeance? Jamais. Je n'ai jamais été de ma vie animé par le ressentiment, l'amertume. Et si vous faites allusion à la suite de la période récente que j'ai pu vivre, que j'ai d'autant mieux vécu que je me suis imposé 18 mois de silence, en réalité, je me suis employé ce que j'ai d'ailleurs dit, à me réconcilier, si je puis dire, avec toutes celles et ceux qui m'avaient poignardé. Parce que je pensais que ça n'avait aucun sens de nourrir à leur égard quelque rancœur que ce soit, même si, bien sûr, je me souviens de ce qu'ils ont fait.
Je me souviens aussi de mes amis qui ont été fantastiques, y compris des amis politiques. Mais rien, en réalité, ne vaut plus que le service de la France. Simplement, je connais maintenant bien chacun. Je connais les droits, les moins droits, les tordus, mais les courageux. Je connais tout ça par cœur. Vous avez été surpris par, je dirais, les noirceurs et les grandeurs, vous qui aviez une certaine habitude de la vie politique. Surpris. Vous savez, j'essaie de m'appliquer cette phrase mythique, cette réplique mythique de Belmondo à Richard Anconina dans Itinéraire d'un enfant gâté, quand il lui dit « Ne sois jamais étonné ». Voilà. Enfin, c'est vrai que parfois, c'est pas facile de s'interdire d'être étonné par certains comportements. Certains vous ont profondément blessé ou non? Ah oui, bien sûr. Oh ben oui, vous savez, quand telle femme politique qui ne connaît rien au dossier vous dit tu es coupable, tu n'es pas complice, tu es le coupable dans cette affaire, qui n'est pas l'affaire de la campagne présidentielle, oui, c'est inutilement haineux. Quand tel ou tel vient vous donner des leçons de morale ou d'éthique, alors que vous savez qu'il ne les applique jamais à lui-même, c'est pas très glorieux. Puis quand un grand éditorialiste qui du coup devient tout petit se réjouit à la télé en allant dire Copé va retourner dans les égouts, c'est sa place, bon, je n'ai pas trouvé ça très digne. Vous avez beaucoup réfléchi sur votre relation aux médias précisément. Est-ce que ça induit aujourd'hui un comportement différent de votre part dans le dialogue avec les journalistes ou bien oui. C'est des très légers infléchissements? D'abord, les médias, c'est un peu global. Chaque journaliste a son histoire. Je les connais depuis longtemps pour beaucoup d'entre eux. Chacun peut-être tenté de dénoncer parfois leur caractère moutonnier, mais en même temps, quand ils sont rencontrés individuellement, ils ont chacun leur sensibilité, leur culture. La vérité, c'est que j'étais beaucoup trop présent sur les médias. Par construction. Vous savez, quand vous êtes chef de parti, en particulier chef de l'opposition, vous êtes obligé d'être tous les jours, en train de vous battre pour contrer la gauche, pour expliquer de manière très manichéenne les choses. Je me suis libéré de tout ça. Et donc, c'était un mal pour un bien, finalement, cette épreuve. Lorsque je vous écoutais dans les émissions politiques, avant donc ces épreuves extrêmement traumatisantes, j'avais l'impression que vous étiez, sur le plan médiatique, un Sarkozy, mais plus retenu et moins vulgaire. Est-ce que cette comparaison vous choque ou non? On est très différents, en fait. On est très différents. On a un point commun, c'est qu'on est tous les deux dans le couloir des bonapartistes. Ça, c'est vrai. Vous savez, cette vieille définition des droites par René Raymond, j'ai plutôt le sentiment que les trois autres candidats sont plutôt orléanistes, voilà, par leur histoire, par leur conception des choses, par leur aversion pour le risque. Alors que Nicolas Sarkozy et moi, on est peut-être sans doute plutôt dans la catégorie des hommes qui sont plutôt tentés par la nécessité parfois de franchir le pont d'Arcole lorsqu'il s'agit de sauver le pays. Bon. Là s'arrêtent sans doute nos points communs. Nous avons aussi beaucoup de différences. D'abord parce que lui a été président de la République et a été désavoué. Je ne l'ai pas été. Je ne suis pas tout à fait de sa génération. J'ai eu des points de convergence avec lui, mais aussi des points de divergence. Et puis je défends une idée qui n'est pas la sienne, qui est celle de ce que j'ai appelé la droite décomplexée. C'est une idée qui a été très décriée avant même d'être étudiée. Pourtant, c'est un concept qui, dans mon esprit, est très clair. La droite décomplexée, c'est pas du tout une droite extrémiste, pas du tout, ni excessive. C'est une droite qui a des valeurs. Moi, je trouve que c'est normal d'être fier d'être de droite, comme d'autres sont fiers d'être de gauche. C'est respectable d'être fier d'être de gauche, c'est respectable d'être fier d'être de droite. Ce qui, en France, est une gageure. En France, être de droite, oulala, il faut s'en excuser. La droite décomplexée, c'est aussi une droite qui ne fait pas de langue de bois. Moi, j'ai, sans doute de mon expérience de maire de Meaux, tiré la leçon que les gens détestent qu'on tourne autour du pot. Il faut nommer les problèmes, il faut proposer des solutions. Alors parfois ça m'a attiré des polémiques, je l'ai regretté d'ailleurs, lorsque j'ai parlé
de cette nécessité d'interdire le port de la burqa en France, ce qui me paraissait être une évidence. J'ai eu droit à Paris, pas sur le terrain, à des propos aberrants. On ne va pas faire une loi pour 2000 femmes, enfin, on va stigmatiser, enfin tout ce scénario habituel de la bien-pensance, alors que rétrospectivement, les faits m'ont donné raison. Et puis la droite décomplexée, c'est une droite dont la main ne tremble pas quand il faut décider. Voilà, et c'est vrai que le quinquennat précédent est un quinquennat qui a été un rendez-vous manqué à de nombreux égards, hélas, parce qu'on attendait beaucoup de ce quinquennat entre 2007 et 2012, et finalement la main a tremblé, les décisions n'ont pas été prises, et nous avons été renvoyés à nos chères études. Donc tout ça, ça fait quand même quelques divergences de fond. Et puis j'en ai aujourd'hui des divergences de fond avec Nicolas Sarkozy, ou même avec François Fillon, je ne parle pas des personnes, mais des divergences de fond. Par exemple, moi je pense qu'il faut tirer les leçons de nos échecs, et donc renverser le processus de décision publique. C'est des sujets sur lesquels on peut utilement discuter tous les deux, vous et moi. Je pense que la procédure législative telle qu'elle existe aujourd'hui est totalement inadaptée au XXIe siècle. Il faut 18 mois pour faire une loi aujourd'hui. 18 mois, c'est un temps infini. Entre le moment où il est annoncé par le président de la République et le moment où il est définitivement voté avec les décrets d'application, le projet de loi, c'est 18 mois. Bon, c'est impossible. Et donc ce que je propose, c'est de gouverner par ordonnance, tout de suite, sur les 15 décisions qu'il faut prendre pour débloquer le pays. Il n'y en a pas 35 000 des décisions, il n'y en a pas 2, il y en a 15. Et ce que je propose, de manière très précise, avec un calendrier, c'est de faire campagne sur ces 15 décisions, même de les rédiger en toute transparence avec les Français. L'élection présidentielle a lieu au mois de mai 2017. Nous faisons ensuite campagne, si je suis élu, avec les parlementaires de la majorité future, sur ces 15 décisions. Nous les présentons dès le mois de juillet, sous la forme d'une loi d'habilitation, conformément à la Constitution, aux parlementaires. Ces ordonnances sont immédiatement applicables dès qu'elles sont promulguées, après avis du Conseil d'État, à la fin du mois d'août. Et à partir de là, elles sont des décisions applicables. Et ça change tout, en réalité. Ça change tout. Parce qu'alors, au lieu de débattre à l'infini, comme nous adorons le faire en France, pour savoir si oui ou non on doit changer les 35 heures, si oui ou non on doit faire une loi sur l'immigration, si oui ou non on doit lutter contre le communautarisme religieux, non. Ces décisions sont prises, et le débat porte alors sur leur application, sur leur évaluation. Voilà typiquement un sujet sur lequel je suis en totale divergence avec Nicolas Sarkozy, qui lui ne veut pas des ordonnances, mais veut des référendums. Au mois de septembre, folie, ces référendums, nous les perdrons. Parce que les référendums, comment les expliquer aux Français qui ont voté pour nous au mois de mai et qu'on va leur demander au mois de septembre de revoter pour un programme pour lequel ils nous ont déjà élus en mai. C'est incompréhensible. Et donc, voilà une divergence parmi d'autres. Donc vous voyez, je réponds à votre question en allant un peu plus loin. Certes, nous avons des personnalités assez différentes, malgré un ou deux points communs sur le registre du bonapartisme. Pour le reste, on est assez différents. J'ai beaucoup aimé dans votre livre le fait que vous attachez une très grande importance à la psychologie et à la personnalité du futur président. Qu'est-ce qui permet pour un citoyen ordinaire de deviner, de percevoir que la personnalité qui présidera sera enfin quelqu'un qui tiendra ses engagements ou mettra en œuvre la politique? Quel est ce pari? Moi, Monsieur Bilger, je suis très confiant, en fait, dans le jugement des Français. Parce que les candidats qui se présentent, en fait, ils les connaissent assez bien. Et il est assez facile de percevoir la lueur d'authenticité et de sincérité dans le regard. Et donc, je ne suis pas du tout inquiet sur le fait que, lorsqu'il s'agira de voter, les Français ne se tromperont pas. Même lorsqu'on a été, comme vous, pendant de longs mois, on peut le dire, traîné dans la boue, en quelque sorte. Ah ben oui, bien sûr. Mais ça fait partie aussi du parcours. Oui, et celui qui vous le dit, effectivement, vous avez raison de le dire comme ça, est à moins 150 dans les sondages, est un peu encore, comment dire, comme disent les jeunes, n'est pas calculé par les observateurs. Mais 8 mois, c'est long de campagne électorale. Hein. Il va se passer beaucoup de choses.
Il y a déjà une première étape qui est par exemple de savoir qui aura et qui n'aura pas les fameux parrainages. Ce sera un processus de sélection qui déjà fera qu'à la fin, nous serons peut-être 4 ou 5, maximum 6. Deuxièmement, comment vous dire, je porte ce projet en moi. Je le porte totalement. Je suis capable de vous en décrire le processus du premier au dernier jour. Je l'ai mûri, construit, à la fois durant cette période de 18 mois qui était une période d'élaboration, mais au-delà de ça, de 20 ans de maturation. L'une de mes grandes forces, j'ai beaucoup de faiblesses, si j'en crois les observateurs, mais une de mes grandes forces, c'est d'être le seul candidat à être maire de Meaux. C'est-à-dire d'une ville à taille humaine, 60 000 habitants, qui en réalité est une petite France, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, où on est à la fois en charge de grands projets, j'ai eu cet immense bonheur de construire un musée dédié à la Grande Guerre, qui est un projet formidable, où nous accueillons la plus importante collection privée au monde d'objets de 14-18, et donc c'est certainement une de mes grandes fiertés. Des grands projets d'urbanisme, il a fallu casser les tours pour mettre des habitations à taille humaine, il a fallu prioriser la sécurité dans un quartier où les gens ne se parlaient plus, ne s'écoutaient plus, ne se respectaient plus, avaient peur les uns des autres, et en ayant mis 200 caméras, des policiers municipaux, en faisant, comme je le fais régulièrement, des rappels à la loi dans les familles dont les enfants sont prédélinquants, à voir le niveau de délinquance baisser effectivement de moitié, hein, c'est très spectaculaire. J'ai vu les résultats. Et ça, cela m'a amené à penser qu'une réflexion nationale, c'est d'autant plus fort et concret qu'on sait avoir les pieds dans la glaise, qu'on sait ce que c'est une permanence de quartier où vous avez des gens qui viennent vous voir et qui viennent vous voir parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, parce qu'ils sont dans une très grande précarité, une très grande désespérance, parce qu'il n'y a plus d'autre façon de s'en sortir que d'essayer de voir le maire. Voilà. Vous savez, le maire, c'est la relation de ceux qui n'ont pas de relation. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui m'a nourri beaucoup plus que, j'ai envie de vous dire, les débats télévisés ou les polémiques parfois un peu stériles. Et c'est cette dimension humaine qui, en réalité, a été déformée par les fonctions que j'ai exercées, le trop-plein d'interviews que j'ai pu accorder. Je crois que l'intérêt de ces périodes d'épreuve, c'est de remettre un tout petit peu les choses au bon niveau. Donc vous récusez toute idée de ressentiment de vengeance, absolument pas une candidature de témoignage. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une volonté pour vous de rentrer brillamment à nouveau dans le jeu politique ou pas du tout? Non plus. Non plus. Rentrer dans le jeu politique. Vous savez, tant qu'on n'annonce pas définitivement qu'on en est sorti, même quand on est silencieux, on est dans le jeu politique. Non, vous savez, ma décision d'être candidat, mais aussi ma décision il y a 20 ans, de m'engager en politique, d'y consacrer l'essentiel de ma vie, l'autre partie étant bien sûr consacrée à ma famille, que j'aime profondément. Elle est, en fait, son fondement véritable, et je m'en suis d'ailleurs particulièrement rendu compte lorsque, au lendemain de ma démission de la présidence de l'UMP il y a 2 ans, je me suis vraiment posé cette question. Je me suis dit, mais au fait, tu faisais tout ça, pourquoi déjà ? Et j'ai expliqué d'ailleurs dans l'émission que j'ai faite avec Marc-Olivier Fogiel il y a quelques mois, qu'à la fin de la fin, et c'est ce que je raconte dans mon livre Le Sursaut français, en fait, la vraie raison pour laquelle j'ai repris la cordée, c'est que je ne pouvais pas me distancier de ce qui a été le moteur premier de mon engagement pour la France, c'est-à-dire l'histoire de ma famille. Voilà. J'ai eu l'occasion de raconter cette histoire de ce jour de novembre 1943 où, à Aubusson, là où mes grands-parents étaient réfugiés pendant la guerre, avec leurs enfants, mes grands-parents qui par ailleurs étaient parisiens, il y a eu une rafle organisée par les nazis, et un peu comme dans les films, vous savez, les nazis qui encerclent avec leurs camions le centre-ville d'Aubusson. Et mes grands-parents qui, voyant ça, empoignent leurs 2 enfants, mon père qui avait à l'époque 13 ans, sa petite sœur, monte à l'étage d'un immeuble, frappe à la porte, et là c'est une madame Léon Lefranc, femme d'un tapissier d'Aubusson,
qui les accueille. Et mon grand-père leur dit, ben voilà, il faut nous cacher, est-ce que vous acceptez de nous cacher, parce qu'il y a une rafle. Et cette femme extraordinaire ne se pose même pas de questions, les fait rentrer, les cache dans une chambre. Et vous savez, les appartements à Aubusson, ils ne sont pas très grands. Hein. Moi, je l'ai visité, cet immeuble. Et quelques minutes après, les nazis investissent l'immeuble, un officier nazi frappe à la porte, elle ouvre, et avec un courage incroyable, quand il s'adresse à elle pour lui dire que voilà, on cherche des gens, est-ce que vous cachez des gens ? Et elle répond calmement, au point que le miracle se produit et que la porte se referme et que l'officier nazi n'est pas rentré, et que ce jour-là, une famille française a sauvé une autre famille française. Et ça a été pour moi, pour ma sœur, mon frère, un élément de construction majeur. C'est-à-dire que moi, mon père nous a élevés en nous disant on doit rendre à la France ce qu'elle nous a donné. On ne doit pas oublier que dans cette période épouvantable de la guerre, il y a eu des salauds, mais il y a eu aussi des justes. Et que c'est pour les justes qu'on s'engage. Tant pis pour les salauds. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a construit. Et que j'ai toujours pensé devoir rendre à la France, que c'était une part de ma mission. Vous savez, on est un peu appelé, hein, alors c'est un appel laïque, je m'empresse de vous le dire, je ne suis pas religieux, mais c'est quelque chose qui a compté de manière en fait structurante dans mon engagement. Vous, dans l'ensemble des candidatures à la primaire, il y a tout de même, je dirais, un fond commun, un terreau un peu indivis sur le plan du projet politique. Vous avez évoqué tout à l'heure l'originalité du vôtre et le fait que vous l'aviez déjà dans votre tête. Quelles sont, à votre avis, les mesures fondamentales qui vous distinguent de tous les autres ? D'abord, la première, c'est que je fais de la méthode de gouvernement ma marque de fabrique. C'est-à-dire que, pour moi, la clé de voûte du système, c'est de garantir aux Français que nous allons faire ce pourquoi nous avons été élus, quelles que soient les oppositions minoritaires que nous trouverons en face de nous. Donc, comme je ne suis pas plus fort que les anciens, il y aura des manifs, il y aura des grèves, bien sûr. Et donc j'ai imaginé une méthode inspirée du général de Gaulle, qui en 1958 a utilisé cette méthode pour remettre la France en ordre de marche. On a oublié aujourd'hui, mais enfin en 1958, la France allait très très mal. Instabilité ministérielle majeure, le gouvernement durait 4 mois, des milliers de jeunes sous les drapeaux à la suite de la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, des déficits budgétaires considérables, des tensions énormes, on se tirait à balles réelles dans les rues. Le général de Gaulle arrive et en 6 mois, par ordonnance, il remet la France en ordre de marche en prenant les décisions qui s'imposent. Donc, premier élément de différenciation pour moi, le gouvernement par ordonnance, préparé à l'avance pendant la période d'opposition et qui est mis en œuvre en toute transparence par rapport aux Français. Deuxième originalité, je resserre le périmètre de l'État. Je pense que l'État, en réalité, fait beaucoup trop de choses, qu'il s'est égaré, marquant ainsi justement, voulant cacher l'impuissance politique avec des débats sociétaux qui fracturent la société. Le mariage pour tous fut le dernier exemple en date, et avec des résultats catastrophiques du point de vue de la cohésion nationale. J'ai vu dans la rue des gens, des familles, avec des poussettes, prendre des gaz lacrymogènes, enfin, c'était du délire, cette affaire. Donc, resserrer le périmètre de l'État sur 3 piliers, pas un de plus. Rétablissement de l'autorité, sécurité, justice, immigration. Deuxièmement, liberté économique à tous les étages. Et troisièmement, lutte déterminée contre le communautarisme religieux. Ce sont, à mes yeux, les 3 piliers qui doivent structurer les 15 ordonnances. Voilà. À partir de là, sur quoi doivent porter les ordonnances ? Eh bien, elles doivent porter sur l'un ou l'autre de ces 3 piliers. Par exemple, une ordonnance qui prévoira la primauté du référendum d'entreprise. Ce sont les salariés qui voteront pour le projet proposé par leurs employeurs sur le temps de travail, la rémunération, l'organisation du travail, et ce ne seront plus les syndicats qui bloqueront les choses, pour le dimanche, pour le travail de nuit, etc. Deuxième exemple, je ne vais pas être trop long, toujours dans ce registre, proposer que chaque jeune à l'âge de 16 ans puisse recevoir un numéro d'inscription au registre du commerce, numéro de SIRET,
un numéro de sécurité sociale pour le protéger et un numéro de registre du travail s'il a envie de travailler, de créer une petite boîte, de vivre au XXIe siècle. Il en aura la possibilité de manière simplifiée. Troisième exemple, la suppression de l'ISF et un programme de baisse de 50 milliards d'impôts, adossé, parce que tout mon programme est chiffré, sur des économies de dépenses très significatives. Par exemple, la réduction de la durée d'allocation chômage. Quatrième exemple, un programme d'embauche de 50 000 policiers, gendarmes, magistrats, surveillants de prison, là encore gagés par des économies, mais en même temps suppression de l'emploi à vie dans la fonction publique pour tous les nouveaux entrants. Dernier exemple, une ordonnance qui réglera définitivement la question des constructions de mosquées, la question des ministres, des imams, ministres du culte, et des pratiques religieuses dans la vie de la cité. Voilà quelques exemples de ces 15 ordonnances que je prendrai. Je voudrais vous faire entrer dans un débat dont on a parlé récemment au sujet du Front National, entre deux attitudes contradictoires. Celle qui était prêtée à Nicolas Sarkozy par certains médias, de considérer que la seule manière de le réduire était d'aller vers une droitisation qui ferait revenir les électeurs vers les Républicains, et celle qualifiée d'Alain Juppé qui, au contraire, pensait qu'il fallait plutôt avoir, pour aller vite, une vision centriste. Une double question, si vous le permettez. D'abord, pensez-vous possible de réduire et d'entraver l'ascension du Front National, et comment? C'est ma seconde interrogation. Alors, d'abord, première question, faut-il être trop à droite ou pas assez à droite? Ma réponse est très simple, je pense que cette question est absurde, mais absurde. Pour une raison très simple, les Français ne sont pas du tout là-dedans. La question des Français n'est pas de savoir s'ils veulent un virage à droite ou pas un virage à droite et détermineraient, soi-disant, leur vote pour le Front National en fonction de ça. Je ne le crois pas. Je pense que les Français, en réalité, ça me permet de faire le lien avec votre deuxième question, font un procès aux hommes politiques français en absence de résultats. Et que le jour où les responsables dits de gouvernement auront des résultats, alors ils ne voteront plus pour le Front National. Voilà. En clair, quand M. Cameron ou Mme Merkel vont faire campagne pour leur réélection, à chaque fois, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ben voilà, au début de mon mandat, le chômage était élevé, l'insécurité était élevée, les déficits étaient élevés. À la fin de mon mandat, le chômage a baissé, l'insécurité a baissé, les déficits ont baissé. Ils ont donc des résultats. En France, on ne peut pas le dire. D'un début à la fin d'un quinquennat, depuis bien longtemps, aucun président de la République n'a pu dire avec fierté « j'ai baissé le chômage, j'ai baissé le déficit, j'ai baissé l'insécurité ». Pour prendre 3 exemples. On pourrait en prendre d'autres dans le domaine de l'éducation, par exemple. Que voulez-vous que je vous dise? C'est ça que reprochent les Français. C'est de cela dont ils ont assez. Et donc, pour moi, le seul projet qui l'emporte, c'est celui qui est capable de dire aux gens, voilà, ces mesures, je me moque pas mal de savoir si elles sont plus à droite ou moins à droite, si elles vont plaire à M. Bayrou ou à M. je ne sais qui, ces mesures sont les seules qui, dans l'intérêt de la France, permettront d'avoir des résultats. Et c'est exactement ça la droite décomplexée. Alors vous allez dire, oui, mais alors pourquoi vous l'appelez la droite? Tout simplement parce que malheureusement, la gauche ne veut pas les porter. Et donc on sait très bien que seul un homme politique de droite peut porter cela. Regardez le désastre de la loi travail. C'est une illustration parfaite. La loi travail, c'est au départ un moment de lucidité, un gouvernement qui comprend que l'idéologie socialiste française est d'un autre temps, et qui se dit, on va mettre un peu de flexibilité. Oh là là, mais ça ne dure pas longtemps. Tout simplement parce que François Hollande s'est fait élire sur un programme inverse. Deuxièmement, parce qu'on ne fait jamais ça la 4e année, mais la première. Puis troisièmement, parce qu'il est incapable d'arbitrer. Donc il y a un déficit de commandement majeur qui permet à tous les courants les plus gauchistes de bloquer le jeu. Donc seule la droite peut le faire. Donc pour résumer, en réalité, le rendez-vous, il n'est pas avec le Front National. Le Front National est un miroir en creux des insuffisances de la droite de gouvernement. Si la droite de gouvernement assume une politique par laquelle sa main ne tremble pas quand elle prend les décisions, même si un certain nombre de Français s'y opposent, cela rétablit la notion d'autorité de l'État. Et alors, cela redonne aux décideurs politiques sa véritable définition essentielle, étymologique, de la décision politique. Or, aujourd'hui, le grave problème, c'est que l'homme politique ne décide plus.
Donc chacun fait le métier de l'autre. Voilà. C'est ainsi, par exemple, que vous pouvez trouver un grand philosophe qui, avec talent, va convaincre un homme politique de faire la guerre. Et le plus incroyable, c'est que l'homme politique l'a fait en plus, la guerre. Vous allez trouver des journalistes qui, voyant que les hommes politiques ne décident plus, vont dire à la place des hommes politiques ce qu'ils feraient s'ils étaient hommes politiques. Alors du coup, l'homme politique, comme lui-même ne décide plus, il se met à dire aux journalistes, lui-même à commenter l'actualité à la place du journaliste. Voilà, c'est comme ça que M. Hollande, quand il fait une émission de télé, il vous fait 1h30 de commentaires d'actualité, alors qu'on attend de lui des décisions. C'est ça qui ne marche plus. Vous pensez que cette politique des résultats serait suffisante pour enlever ce qu'il y a de désespoir chez certains dans le vote pour le Front National et dans cette montée très préoccupante de l'abstention, de l'indifférence, voire de l'hostilité à l'égard de la politique traditionnelle? Disons en tout cas qu'on ne l'a jamais essayé. Alors essayons-le, puis on verra bien ce qui se passe. Essayons de voir ce que ça donne, un président de la République candidat à sa réélection, qui soit en situation de pouvoir dire aux Français, voilà, j'ai pris au début de mon quinquennat les 15 décisions qui ont débloqué le pays, je les ai prises dans 3 domaines qui correspondaient à mes engagements de campagne, rétablissement de l'autorité, liberté économique, lutte contre le communautarisme religieux. À la fin de mon quinquennat, j'observe que dans tous ces domaines, ou presque tous ces domaines, les indicateurs sont positifs. Peut-être alors peut-on considérer que c'était donc bien la bonne formule. Après, il appartiendra aux Français de décider de ce qu'ils feront avec le président de la République qui termine son mandat et qui, le cas échéant, se représente. Enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est certainement pas en n'ayant pas de résultat qu'on peut avoir des chances de réussir. Vous en avez eu l'illustration, et pour Nicolas Sarkozy, et pour François Hollande. Est-ce que vous attachez une grande importance à la morale publique, à la morale personnelle? Mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr, c'est essentiel. Autant je suis toujours un peu choqué lorsque je vois des gens s'ériger en donneurs de leçons de morale qu'ils appliquent un peu à tort et à travers, imposant leur propre définition, sans se l'appliquer à eux-mêmes d'ailleurs souvent, parce que ça donne alors des excès qui sont grotesques, et en plus qui servent le jeu de ceux qui veulent déstructurer l'autorité. Autant je pense que les hommes politiques, les femmes politiques, doivent s'imposer une éthique, bien sûr. Vous pensez qu'il est possible à un pouvoir exemplaire de diffuser l'exigence de moralité dans la société tout entière? Oui, mais encore une fois, je le répète, à condition de ne pas se tromper sur ce qu'on appelle morale ou moralité. S'il s'agit de morale, eh bien c'est à travers le respect de la loi. Ce n'est pas à travers un avis personnel sur la manière de dicter sa conduite à tel ou tel. C'est là que je mets justement la limite, et c'est tout le problème. Lorsque on considère comme immoral de ne pas avoir tous la même situation, par exemple matérielle, je dis c'est débile, il n'y a pas d'autre mot. Un tel ne doit pas être en politique parce qu'il a été banquier, qu'il a donc de l'argent. Tout ça est ridicule. Un tel ne doit pas faire de politique parce qu'il a exercé un autre métier ou il exerce un autre métier. Mais alors, qu'est-ce qu'on veut pour la politique? J'entends parler du scandale de cumul de rémunération quand on est député et maire. Ah bon? Mais parce que ça veut dire que les hommes politiques doivent être bénévoles. Alors ça veut dire qu'il n'y aura donc pas d'hommes politiques, sauf des très très riches, indépendants financièrement. Vous voyez, ça c'est l'hypocrisie et l'absurdité. En revanche, monsieur Bilger, en revanche, il faut respecter les lois. Il faut les respecter intégralement. Et c'est là que parfois le problème doit être posé. Lorsqu'un ministre, ou ancien ministre pour être plus précis, on découvre qu'il ne paye pas ses impôts depuis des années, on n'en fait pas un cas sympathique, frais, printanier, sous prétexte qu'il est de gauche et pas de droite, et que donc pour lui il y a plus d'indulgence. C'est ça qui est choquant. C'est ça qui, me semble-t-il, est une entrave à la morale. Nicolas Sarkozy, pour beaucoup, a été battu en 2012, peut-être parce que certains ne pouvaient plus supporter sa personnalité, à la limite beaucoup plus que ses actions, ses abstentions. François Hollande rêvait d'être un président normal. Comment vous appréhenderiez cette synthèse quasiment impossible pour un responsable suprême entre proximité et majesté? Je trouve qu'on n'a jamais su le faire, ou alors de manière très étrange,
Quelqu'un comme François Mitterrand, qui pourtant avait beaucoup de choses à se reprocher, mais qui parvenait tout de même à sauvegarder. Ouais, c'est une question passionnante. Qu'en pensez-vous là-dessus? Une question très intéressante. Moi, je réfléchis beaucoup à ça. Bon, prenons les choses dans l'ordre. Vous avez dit beaucoup de choses. Bon, moi, je ne sais pas dire ce qui, dans la défaite de Nicolas Sarkozy, relève de sa personne ou relève de son bilan. Difficile de proportionner les choses. Certains vous diront que c'est sa personne, d'autres que c'est son bilan. Le fait est qu'il a été rejeté en 2012, hélas, parce que du coup, on a eu François Hollande, et c'est un désastre vraiment terrible du point de vue du bilan. Vous ayant dit cela, quelle est la meilleure attitude pour un président de la République? Je pense que la meilleure attitude possible, ça doit être à la fois celle d'une certaine forme de distanciation par rapport à la quotidienneté des choses, et en même temps une très grande attention aux autres. Et puis je pense qu'il ne faut pas mélanger les genres. Je pense qu'on peut être chaleureux sans être d'une trop grande familiarité. Je pense que l'on peut être très attentif aux autres sans sombrer dans une complaisance qui ne serait pas de bon aloi. Je pense que le président de la République, dans un pays qui reste assez profondément monarchiste, finalement, de cœur, pour ne s'être jamais remis d'avoir guillotiné Louis XVI, je pense qu'un président de la République doit à la fois savoir traiter des grandes choses et en même temps savoir, quand c'est nécessaire, être aux côtés de celui ou de celle de ses compatriotes qui est dans une grande souffrance. C'est cette permanence entre les grands projets et les choses du quotidien. Encore une fois, je le répète, sans familiarité excessive, sans complaisance excessive. Voilà. Vous pensez que c'est possible? En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire. J'y ai beaucoup réfléchi, et c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'il est possible de faire. Après tout, je m'y suis souvent employé moi-même. C'est tout bête, mais je n'ai pas le tutoiement facile, en fait. Et je pense que le tutoiement, ça n'est pas toujours nécessaire pour être chaleureux. Absolument. Sans m'immiscer dans votre vie personnelle et familiale, qu'est-ce que votre personnalité a de substantiel pour que vous puissiez aspirer à la présidence de la République? J'entends bien, vous êtes le maire d'une ville qui vous permet d'appréhender tous les problèmes. Vous avez évoqué cette belle et dramatique histoire d'Aubusson, mais dans votre culture elle-même, en l'homme Copé, qu'y a-t-il qui peut garantir aux Français qu'il aura cette culture qui a manqué à certains, cette distance, cette dignité, cette absence de vulgarité qui font de toute manière le grand président? Votre vie, votre destin. L'homme parfait. En quelque sorte, ce qui vous a fait, si vous voulez. En tout cas, moi, je ne prétends pas à cette perfection. Non, je pense qu'en réalité, il faut être soi-même. Par quoi vous avez été constitué? Oui, mais je pense qu'en réalité, il faut être soi-même. Je pense que ce qui doit faire la différence, c'est pour les Français de considérer que l'homme qui se présente à eux correspond à ce qu'ils attendent d'un grand chef. Je ne crois pas que cela puisse à ce point se décrire précisément. Parler de culture, peut-être, mais certainement pas au mauvais sens du terme. Je ne crois pas qu'on se montre cultivé en étant celui qui a plus lu que tous les autres, ou plus appris que tous les autres. Je pense que ce qui est majeur, c'est en réalité sa propre construction et son rapport aux autres. Et encore une fois, c'est ça qui fait la hauteur de vue, c'est ça qui fait la bonne distance, et c'est surtout ça qui fait la capacité à commander. En réalité, c'est un mot que j'emploie souvent, la vraie question, c'est l'aptitude au commandement. Être capable de donner bien sûr le meilleur de soi-même quand il s'agit de décider, mais surtout de donner envie à votre pays de donner le meilleur de lui-même. En fait, le grand chef, c'est celui qui est capable d'être
le catalyseur qui donne envie à chaque citoyen de ce pays de donner le meilleur de lui-même. On ne réussit jamais seul. C'est ça qui fait la différence. Moi, je raconte souvent l'histoire du pont d'Arcole. Elle me plaît bien pour décrire ça. C'est une allégorie. Tout le monde sait que ça n'a jamais existé comme cela, mais c'est une histoire que je raconte dans mon livre parce qu'elle est assez belle, en fait. C'est quoi l'allégorie du pont d'Arcole? C'est un pont qui est sous la mitraille de l'ennemi et qu'il faut absolument que l'armée française franchisse pour sauver la France. Le problème, c'est qu'il y a tellement de mitrailles que le porte-étendard, qui normalement doit être le premier à passer, il n'y arrive pas. Et le général qui est là le voit bien. Il voit bien que le porte-étendard ne veut pas passer, que les soldats ne passent pas non plus, que tout le monde est bloqué parce que c'est trop dangereux. Et donc là, le général va parler à sa troupe, à la fois à l'ensemble et à chacun, par des mots qui vont résonner dans chacun de ses soldats. Et il va leur dire quoi? Il va leur dire « il faut sauver la France ». C'est-à-dire sauver notre pays, son identité et nos enfants demain. Pour sauver ce pays, il faut franchir ce pont, malgré la mitraille, malgré le danger. Et si on veut le réussir, il faut que chacun d'entre vous passe ce pont. S'il en est un seul qui manque à l'appel, on ne sauvera pas le pays. J'ai besoin de chacun d'entre vous. Et là, alors la troupe se sent galvanisée, comprend que chaque homme est important. Et il reste un dernier point, c'est que le porte-étendard, il n'arrive toujours pas à passer le premier, c'est trop dur. Donc que fait le général? Il s'empare de l'étendard et il passe le pont le premier. Et là, la troupe le suit, parce que c'est ça qui a fait la différence. Et c'est ce mélange de tous ces éléments, les mots qui ont permis de comprendre que chaque soldat est important, la force de celui qui le traverse en premier, c'est-à-dire le courage, l'exemple, et alors la France est sauvée. Et c'est quelque part, je trouve, la plus belle image pour décrire ce que doit être la force d'un grand chef. Et dans ce moment très particulier de notre pays, où les gens se querellent, se divisent, cherchent en réalité un nouveau moteur, le rôle du chef sera majeur. La passion de la politique vous a-t-elle toujours habité? Je crois que vous avez fait l'ENA. Et comment êtes-vous venu à la politique? En fait, je suis à certains égards bien incapable de répondre à cette question parce que je le ressens depuis ma plus jeune enfance comme un appel au buisson que mon père me racontait à l'âge où on raconte aux enfants Blanche-Neige ou le petit chaperon rouge. Mon père nous racontait au buisson. Donc, pour moi, c'était comme une évidence. Vous auriez pu choisir un autre métier en incarnant les mêmes souvenirs. Vous avez tout à fait raison. Mais en réalité, pour moi, ça s'est trouvé naturellement comme cette idée de dire, finalement, s'il y avait des justes, c'est parce qu'il y avait l'appel d'un chef. Ce chef, c'était De Gaulle. Et dans mon enfance, tout ça s'est mêlé, comme l'idée que la France, à certains moments, s'est rabaissée et à d'autres s'est grandie. Et quelque part, si je dois penser au juste plutôt qu'au salaud, je pense alors à l'appel d'un De Gaulle, d'un Bonaparte, ou de ces quelques grands rois qui ont fait la France, Louis XI, Henri IV, quelques-uns de ces chefs, Richelieu. Et voilà, très naturellement, j'ai alors imaginé de m'imprégner de ces modèles-là. Et donc pour moi, c'était l'engagement politique. Entre cette histoire terrifiante dont vous a parlé votre père, et en même temps belle, je le disais tout à l'heure, vos ambitions d'aujourd'hui, qui sont considérables, de quoi est fait votre bonheur quotidien? Bon, écoutez, mon bonheur quotidien, au-delà de cet engagement, il est dans l'éducation de mes enfants, dans l'amour de ma famille, dans une passion très singulière que je nourris pour la musique et qui m'amène à jouer essentiellement pour moi du piano, également devant un public indulgent de temps en temps dans les rues de ma ville ou dans certains bars dont je ne vous donnerai pas l'adresse, avec mes amis guitaristes, batteurs, voilà. Et puis simplement dans la rencontre avec les autres, dans mes lectures, dans la visite d'un musée, dans la traversée de la France,
C'est ça mes bonheurs quotidiens. Vous semblez apaisé par rapport au Jean-François Copé, pugnace, capable de supporter la contradiction, qui était dans l'espace médiatique, mais j'espère que j'y suis un petit peu pour quelque chose. Mais ça veut dire véritablement que vous avez changé en profondeur, s'il le fallait. Écoutez, j'aime pas beaucoup ces formules, elles ont été tellement galvaudées. Certains ont changé souvent. En plus, oui, ce qui n'est pas mon cas. Je pense qu'on ne revient pas pareil, voilà, c'est la formule que j'utiliserai, que j'ai utilisée pour décrire cet état des choses. Voilà. On ne revient pas pareil d'une telle épreuve. Ensuite, pour le reste, mes convictions, je les ai plus renforcées que contredites à travers ce passage pendant 18 mois. Voilà. Je suis plus apaisé ou serein qu'on ne le dit, même d'ailleurs dans la période précédant cette épreuve de Big Malion, là, de la campagne présidentielle de Sarkozy. J'ai la chance d'être quelqu'un de doté d'un certain sang-froid, en fait. J'ai une capacité que j'ai observée à appréhender les problèmes quand ils arrivent, y compris les plus graves, avec un vrai sang-froid. Ce qui n'est pas le cas de tous mes collègues. Le sursaut français, c'est pour combattre le suicide français? Oui, absolument. C'est un des éléments, pas le seul, mais c'est un des éléments qui a inspiré mon titre. Je n'ai pas aimé le suicide français de Éric Zemmour. Quand je dis j'ai pas aimé, c'est très prétentieux de ma part. C'est brillamment écrit, remarquablement vendu, mais comment dire, c'est une technique rhétorique. Voilà. On prend un problème, on le décortique systématiquement de manière négative pour montrer qu'en réalité, il y a derrière ça un continuum, celui de l'effondrement de la France. Je ne supporte pas cette idée, parce que la France a connu des épreuves bien pires encore, et elle s'en est toujours sortie plus forte. Donc j'aime pas beaucoup cette manière de faire. On est la 6e puissance économique du monde quand même, on n'est pas l'avant-dernière. Donc il y a sans doute besoin de prendre quelques décisions très fermes, elle devrait faire la différence. Vous ne pensez pas que la France aujourd'hui est dans un état si désastreux qu'en réalité il faudrait presque un miracle pour qu'on la redresse? Non. Non, je crois qu'il faut raison garder. Je le répète, je le disais à l'instant, on parle de la 6e puissance économique du monde. Notre pays, je l'ai bien vu d'ailleurs, et je l'ai écrit comme cela, est un pays qui va à la fois très mal et très bien. Il va très mal parce qu'effectivement, il y a un niveau anormal de chômage, de précarité, parce qu'il y a une crise identitaire majeure, parce qu'il y a un laisser-aller du point de vue du leadership, du commandement, du management, comme on pourrait dire dans une entreprise, un laisser-aller qui est inadmissible à tous les niveaux et qui commence par la tête de l'État et qui fait qu'il est devenu presque courant de ne plus obéir à une décision, ce qui est aberrant. Ce qui ne signifie pas qu'il faut être liberticide, bien sûr, c'est absurde, mais qu'il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Mais c'est un pays qui va aussi très bien, et on ne le dit plus, parce qu'on est complexé, et qu'on préfère faire croire que tout va mieux ailleurs. Mais c'est un pays où il y a des réserves d'énergie, des compétences exceptionnelles. Notre système éducatif, par exemple, est un système qui est dédié aux bons élèves. Vous êtes bon élève, vous réussissez merveilleusement, en France et ailleurs. Sauf que tout est organisé pour que la réussite ne soit jamais en France. C'est ça qui ne va pas. Nous avons dans tous les domaines, scientifiques, culturels, économiques, sportifs, des talents formidables. Nous avons des gens de grande qualité dans les entreprises comme dans les administrations. Nous avons dans le domaine régalien des magistrats, des policiers, des gendarmes de très grande qualité. J'en ai croisé dans ma vie, notamment en tant que maire. Tout cela montre qu'il y a des gens qui sont des vrais patriotes, qui ont envie de faire. Simplement, il faut savoir reconnaître leurs talents, accepter de les mettre sur le podium plutôt que de les soupçonner, de les suspecter. C'est ça qui doit changer. Jean-François Copé, malheureusement, j'arrive au terme de cet entretien et j'ai cette interrogation pour terminer. Je vous entends parler de politique et vous en avez une passion éclatante et vous l'analysez très bien et vous l'offrez à l'autre de manière tout à fait passionnante. Et vous parlez de manière très émotive de la France. Et parfois, je me demande si, au fond,
la politique, ça ne pourrait pas s'appeler tout simplement chez vous la France. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. La grande difficulté d'ailleurs du débat médiatique traditionnel, c'est que malheureusement on ne passe pas suffisamment de temps à approfondir les questions. Beaucoup de ceux qui nous interviewent ne prennent pas le temps que vous prenez vous à rentrer dans ces éléments-là. Donc nous voici en permanence sollicités pour commenter l'action de tel ou tel, faire la petite phrase, ce sport détestable, et qui du coup va sur l'écume des choses au lieu d'aller en profondeur de la sensibilité. L'intérêt d'une campagne d'ailleurs, une campagne présidentielle, c'est justement de sortir de la superficialité, parce que les Français dans ces moments-là demandent en fait qu'on aille dans le dur, dans la réalité des choses. C'est des moments de vérité qu'on ne trouve pas tellement dans les autres moments électoraux. Donc ce sera un moment de vérité intéressant. Vous attendez avec impatience la primaire? Oui, enfin avec impatience. Je m'y prépare de manière très rigoureuse. Vous savez, c'est un peu comme une épreuve sportive, et en même temps avec une certaine forme de sérénité, parce que je suis très au clair dans ma tête sur ce que je veux proposer pour notre pays. Je n'ai pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'amertume particulière. Je sais au fond de moi que ce que je propose, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. J'espère que les Français y adhéreront, mais j'ai au fond de moi, et ça me porte beaucoup, une espèce c'est pour moi une évidence, en fait. Voilà. Alors, est-ce que cette évidence rencontrera les circonstances? Nous le verrons bien. Vous savez ce qu'on disait, je crois que c'était le professeur de Bonaparte à Brienne qui disait il réussira si les circonstances le favorisent. Voilà. J'ai de ce point de vue un petit crédit de chance. Merci beaucoup, Jean-François Copé. Merci.